la transition est toute faite pour entendre Madame Houlette sur les premières applications de la loi Sapin 2 au plan répressif. On a connaissance de la CJIP Société Générale, mais elle n'est pas encore publiée sur le site de l'AFA, puisqu'il faut purger le délai de rétractation. Ce sera ce soir, le délai sera échu à minuit. Ce sera ce soir à minuit. Et je dois dire que j'ai sollicité, pour venir en parler aujourd'hui, j'ai téléphoné avant au Conseil de Société Générale pour leur demander leur autorisation, puisqu'ils ont le droit jusqu'à minuit ce soir de se rétracter. Mais donc ils m'ont laissé le champ libre, donc je n'imagine pas qu'ils puissent se rétracter avant minuit ce soir, et donc M. Duchesne peut déjà, en sortant d'ici, aller l'attendre à son bureau. J'étais ce matin, à l'heure du déjeuner, à l'OCDE, où justement je rencontrais le chef du département de justice des États-Unis, avec lequel j'avais conclu cette convention judiciaire le 4 juin. Et il s'est déclaré vraiment très, très satisfait de la façon dont nous avions travaillé ensemble. Et voilà, je pense que ça augure de relations peut-être plus fructueuses encore dans l'avenir. Cette loi qui porte votre nom, Monsieur le ministre, a été, considère pour ma part, et j'ai eu l'honneur d'être entendu à 2 reprises par l'Assemblée nationale sur ce point, je considère qu'elle a modernisé considérablement les outils de la justice pénale française pour lui permettre de rentrer dans ce que j'appelle toujours la compétition internationale du droit au nom de la justice étatique, donc de la souveraineté nationale. Et en fait, finalement, une année après sa mise en application, puisque je crois que le décret d'application est du mois d'avril 2017, on a réussi, grâce à elle, à clôturer, à terminer. Elle nous a permis de terminer 2 dossiers majeurs, 2 procédures majeures en matière l'une de blanchiment en fraude fiscale, l'autre de corruption internationale, qu'on appelle corruption d'agents publics étrangers, et 2 dossiers emblématiques de ce que peut être ce qu'on a coutume d'appeler la grande criminalité économique et financière. Et ces 2 dossiers étaient intéressants, puisque l'un a été conclu, le premier qui concernait la Convention judiciaire d'intérêt public, qui a été publiée au mois de novembre 2017. L'un concernait la banque HSBC, blanchiment de fraude fiscale, et dans le cadre d'une information, donc à l'issue d'une information judiciaire. Et le deuxième, qui est la Convention judiciaire que nous avons conclue le 4 juin, a été élaboré à l'issue d'une enquête préliminaire. Et ces 2 conventions, et surtout la dernière, a constitué pour nous une avancée majeure, dans la mesure où elle nous a permis pour la première fois de poursuivre une personne morale, et de la poursuivre en même temps que des autorités judiciaires américaines. Ce qui n'était pas gagné, puisque vous savez que le droit américain est un droit de common law, que nous avons un droit vraiment, nous sommes issus du droit latin, du droit romain, donc avec une exigence de preuve et un formalisme que ne connaît pas, en tout cas pour le DOJ encore, qui n'a pas la même force. Et le défi pour nous a été celui-là. Donc ça a été assez long, puisque les autorités judiciaires américaines avaient commencé leur enquête en 2014. Nous venions à peine de naître, si je puis dire. Donc eux ont commencé leur enquête. Et nous avons commencé notre enquête plus tard. Nous avons eu beaucoup de réunions, des négociations parfois difficiles, mais dès le moment où nous avons trouvé un accord je rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que je pense que ça peut vous intéresser, dès lors que nous avons trouvé un accord, et nous l'avons trouvé au début de l'année avec les autorités judiciaires américaines, avec le DOJ, sur le périmètre des poursuites et sur la répartition de l'amende, c'est allé très vite. Mais ça nous a demandé à nous, parquet financier, petit parquet financier qui ne comporte que 18 magistrats et 5 assistants spécialisés, 4 en ce moment, et 9 greffiers, petit parquet, ça nous a demandé de travailler
avec beaucoup d'ardeur, hein, beaucoup de détermination, mais je ne peux pas dire jour et nuit, mais presque, en tout cas à la fin, puisque nos moyens, comme vous savez, sont tout petits par rapport aux moyens que peut mettre en œuvre le DOJ. Mais dès le moment où nous avons trouvé un accord, nous avons réussi surtout à échanger nos éléments de preuve. Et ça, c'était extrêmement important. C'est-à-dire que nous avons communiqué au DOJ les éléments de preuve qui étaient en notre possession, qu'il sollicitait. Et il nous a communiqué également ces éléments de preuve qui étaient... on a lu 1000 mails, on a écouté pratiquement, ça a été ça. Hein, on a reçu plusieurs disques durs et il fallait relire les mails, écouter les conversations téléphoniques qui avaient été enregistrées. Enfin, ça a demandé un travail considérable et il n'aurait pas pu aboutir sans vraiment la détermination et puis la volonté de réussir de mes collègues du parquet qui ont vraiment très bien travaillé, et également en nous appuyant sur un service de police. Donc, parmi les éléments de preuve, d'ailleurs, et c'est en cela que c'est très intéressant et qu'on voit la différence de culture juridique et de recherche de preuves, figurait l'audition d'un ancien salarié de Société Générale, qui était pour le DOJ un témoin coopératif, c'est-à-dire qu'il pouvait dénoncer, expliquer les faits, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait fait, avec la certitude qu'il ne serait pas poursuivi. En échange, il ne serait pas poursuivi pour le DOJ. Donc nous, on a dû aussi s'engager à ne pas le poursuivre dans notre procédure. Bon. Donc tout ça, ce sont des choses, ça a pris du temps parce qu'il a d'abord bien fallu qu'on s'entende exactement sur le périmètre, les poursuites, qui, quand, comment... Bon. Et donc, pour nous, ça a été un défi et un challenge, mais nous y sommes arrivés. On s'était donné une date butoir. On devait avoir tout terminé le 14 mai. Et en fait, un motif de satisfaction était que c'est le DOJ qui nous a demandé d'attendre un petit peu parce que lui n'était pas encore complètement prêt. Mais autant vous dire que pendant 3 mois, on a travaillé presque jour et nuit pour y aboutir. Donc, c'était très, très intéressant pour nous. Mais c'était intéressant aussi parce qu'on s'est rendu compte à cette occasion que c'est... d'abord parce qu'on pensait qu'il y a quelques années, c'était inenvisageable. On pensait que c'était impossible d'arriver à coordonner des poursuites entre autorités judiciaires étrangères et entre pays de common law et pays de droit latin. Et finalement, on y est arrivé. Donc c'est en cela une très très grande avancée. Et ça a été très intéressant pour nous de comprendre que le système judiciaire américain est vraiment totalement différent. Par exemple, nous avons découvert, et c'est une source d'étonnement pour moi en tout cas, c'est que le DOJ peut décider, par exemple, d'entendre un témoin en dehors, il peut l'entendre dans ses locaux, mais il peut l'entendre en dehors de ses locaux, au café, l'écouter, prendre des notes, revenir, faire un rapport, signer le rapport, et ça constitue un élément de preuve. Pour nous, c'est invraisemblable. On ne peut pas concevoir que dans la procédure pénale française, on puisse entendre, quand on entend un témoin, on l'entend en qualité de témoin libre, de suspect. Enfin, il y a un formalisme, on est obligé de lui indiquer ses droits, qu'il a le droit de se faire. Et le témoin doit signer, bien entendu, le procès-verbal serait nul. Donc c'est très, très intéressant de confronter deux systèmes et de voir que qui sont très, très différents, mais qu'on arrive à franchir les obstacles dès lors qu'on a un objectif commun, et notamment celui donc, de lutter contre la corruption, et dans le cas de Société Générale, de lutter, de sanctionner la banque pour les faits qui s'étaient produits en son sein. Donc ça a été pour nous très, très riche d'enseignements, et la coopération judiciaire a été très, très...
très très aisée. Hein. Mes collègues ont beaucoup amélioré leur niveau d'anglais parce qu'ils ont été tous les jours, pas moi, il est toujours aussi mauvais, pas le mien, mais ils ont été tous les jours, vraiment tous les jours en contact avec le décalage horaire, évidemment. Donc tous les jours en contact avec des rendez-vous pour dire voilà ce qu'on voulait, voilà ce qu'on a vu, regardez tel document. Bon. Donc tout ça a été une très très bonne réussite. Et nous avons pu aussi compter sur notre service d'enquête en matière de corruption internationale, qui est l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, qui est un service extrêmement chargé et qui a accepté lui aussi de jouer le jeu, si je puis dire, puisqu'il a accepté de bouleverser, il est déjà très chargé par de lourdes enquêtes, de bouleverser son emploi du temps pour entendre... un représentant de la Société Générale pendant une journée entière avec l'assistance d'un de mes collègues du parquet financier. Et tout ça a été très, très innovant et a complètement changé notre façon de travailler. Et c'est ce qui me permet de dire que cette loi a pour nous, enfin j'en tire, en dehors du fait qu'elle a permis au budget de l'État d'être abondé de 550 millions d'euros en une année, puisque, comme je le dis, le chiffre d'affaires du PNF, je l'ai dit dans mon discours de rentrée cette année, mais le chiffre d'affaires du PNF en 2017 s'est établi à 788 millions d'euros, 300 millions de CGIP, en plus les amendes de la... Je le dis un peu en plaisantant, mais c'est parfois un peu agaçant de dire ah oui, la justice, c'est voilà, pour que ça rapporte, ça nous coûte trop cher, tous ces juges, toutes ces enquêtes. Eh bien voilà, moi je peux dire, j'ai rapporté 788 millions à l'État, dont 300 millions directement dans le budget. Voilà, l'an dernier. Et j'espère faire mieux cette année, puisque déjà j'ai 250 millions d'euros, donc, et ça, voilà. Et quand je dis 788, ce sont les amendes, et ce sont des amendes que généralement, pour certaines, on arrive à recouvrer, et le montant des saisies et des confiscations. Donc voilà, donc cette loi a eu pour nous ce mérite, donc, et puis d'arriver en un an finalement à conclure deux conventions dans deux domaines très très différents. Elle a eu un autre mérite à mon sens, c'est qu'elle constitue, me semble-t-il, et je le sens déjà, c'est une sorte d'appel d'air finalement, il y a un appel d'air et ça encourage les avocats des grandes entreprises à déjà venir nous voir quand ils sont... Ça appelle, cette convention en appellera d'autres. Ça a rassuré un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'avocats qui déjà viennent frapper à la porte du PNF pour venir nous entretenir de cas susceptibles de nous être présentés, ou même qui viennent un peu trop rapidement, d'ailleurs, parfois, en n'ayant pas complètement compris le sens de la convention judiciaire, en disant « Mais voilà, mais mon client est prêt à payer. » Non, mais attendez, il faut d'abord qu'ils reconnaissent les faits et qu'ils coopèrent, puisque sans coopération d'entreprise, ça n'est pas très facile. Et je reviens un peu en arrière, mais ce qui a été très intéressant aussi, parce que le calcul le partage de l'amende et le calcul de l'amende avec les autorités américaines n'a pas été très très compliqué finalement, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait à peu près la même façon, le même mode de calcul, c'est-à-dire le chiffre, pour la France, le chiffre d'affaires de l'entreprise calculé, 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé sur les 3 dernières, du chiffre d'affaires moyen d'entreprise calculé sur les 3 dernières années, et les manquements, les bénéfices tirés des manquements. Donc finalement, on a à peu près la même façon d'évaluer, puis ensuite la participation, la coopération de l'entreprise à l'enquête, si je puis dire. Mais pour nous, c'est le troisième apport, le troisième effet, me semble-t-il, de cette loi, c'est que ça nous a obligés, et ça nous oblige à modifier totalement, à modifier nos méthodes de travail, nos méthodes d'enquête, le rythme, la cadence à laquelle on doit aller,
l'appréhension des règles procédurales, là, puisque dans le cas de Société Générale, c'était une enquête préliminaire. En général, bon, les enquêtes préliminaires, il n'y a pas la participation des mises en cause à l'enquête et la participation des avocats. Là, nous l'avons fait, puisque le contradictoire n'arrive qu'à la fin de l'enquête. Là, c'est arrivé pendant l'enquête, donc c'est très intéressant. Et donc, ça nous oblige, nous, à modifier totalement pour ce type de cas, notre façon de travailler. Et ce n'est pas un des moindres avantages. Et ce qui me permet de dire, et dans ce cas, quelle politique pénale, maintenant, va en découler? Quelle politique pénale sur le plan de la procédure, sur le plan du fond, sur le plan de la stratégie? Ça demande à nous, magistrats, qui ne sommes pas rompus à la négociation, comment négocier avec des grandes entreprises, avec des avocats qui sont bien plus les avocats des grands cabinets d'affaires, Paris, qui sont bien plus rompus à la négociation, que ce soit en matière purement commerciale, en matière d'arbitrage, en matière pénale. Comment faire? Nous n'y avons pas été formés, mais bon, finalement, on y arrive. Et voilà. Et donc, quel comportement adopter en termes de management? Bon, ça soulève plein de questions. Et il y a aussi un autre apport sur lequel je voudrais insister, parce qu'il m'apparaît très, très important, c'est que je pense que cette convention judiciaire d'intérêt public, elle redonne un rôle central à l'entreprise. On dit souvent, moi c'est souvent ce que j'ai entendu dans les débats un peu idéologiques qui ont précédé l'adoption de la loi, c'était qu'on favorisait les personnes morales, ça leur permettait déjà pour poursuite. Eh bien, moi, je dis, ça n'est pas vrai. Et au contraire, d'abord parce qu'on les sanctionne très lourdement. Une entreprise qui paye une amende, enfin pour Société Générale, pour le seul dossier que nous partagions avec les autorités américaines en tout, l'amende est de 500 millions d'euros. Elle va quand même devoir expliquer à ses actionnaires ce qu'elle a fait pour devoir payer. Donc, elle doit rendre des comptes. Mais surtout, elle a une place centrale dans le procès. Et ce qui n'arrive jamais dans matière de poursuite pénale. Parce que la personne morale, quand elle est jugée 10 ans après les faits, déjà, elle va discuter parce que sa terreur, c'est d'être condamnée c'est tellement lourd de conséquences sur le plan de l'obtention des marchés à l'international qu'elle ne peut pas. Et donc, elle n'est jamais présente en réalité dans le prétoire pour défendre. Une personne physique est présente dans le prétoire. Il y a un vrai contradictoire qui s'opère. La personne morale, elle ne parle que par la voix de son représentant, qui n'est pas forcément celui qui était là à l'époque des faits. Et puis, ça n'est jamais elle qui parle réellement. Et là, dans le cas je pense que par la Convention judiciaire d'intérêt public, on arrive à lui donner, elle est un élément, elle est au centre, vraiment au centre du dossier pénal, au centre pour s'expliquer, pour accepter, puisque quand on rédige la Convention, on reprend les faits, on décrit les faits. Il y en a une qui concerne HSBC, vous verrez. Ça vous intéresse, je pense, celle qui sera publiée pour Société Générale. Eh bien, les faits, elle est obligée de discuter et de reconnaître, reconnaître que les faits se sont bien produits et qu'ils pourraient être qualifiés pénalement de corruption de genre public étranger. Et elle a un rôle beaucoup plus moteur et beaucoup plus central, je pense, et on doit réfléchir à cela, je pense, pour l'avenir, parce que, alors que finalement, dans le prétoire habituel, dans la justice telle qu'elle est conçue, en fait, devant les tribunaux correctionnels, elle n'est jamais aussi présente en réalité. Et je pense que ça n'est pas un des moindres apports de la loi que d'avoir redonné un rôle aussi important à l'entreprise dans le procès. Et enfin, je pense qu'il y a encore une dernière avancée, c'est pour ce qui concerne l'exécution de la peine. C'est en fait, on délègue l'exécution de la peine on partage en fait l'exécution de la peine à un organisme qui est l'AFA, qui est une institution, une autorité indépendante publique, qui n'est pas le parquet. D'habitude, l'exécution des peines, c'est l'apanage, c'est l'apanage du parquet. Et bien là, ça n'est pas l'apanage du parquet. Il partage ce pouvoir
avec l'Agence française anticorruption. Et je pense que nous allons continuer à faire vivre, et c'est ce qui est passionnant, hein, c'est de faire vivre cette loi, et j'espère qu'on aura encore beaucoup de conventions judiciaires, mais en étant extrêmement prudent. Je pense que c'est un outil qui ne doit pas être un outil de gestion des dossiers des parquets pour diminuer le nombre de... Il faut en avoir un usage modéré et mesuré. Mais elle est incontestablement, me semble-t-il, une avancée vraiment majeure sur le plan de la compétition internationale. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Ce que vous avez décrit, les enquêtes conjointes et les transactions conjointes entre différentes autorités françaises et étrangères ont évidemment vocation à se développer à l'avenir. On parle de délinquance mondialisée, de délinquance astucieuse mondialisée avec des schémas de corruption dans le monde entier. Ce que vous avez décrit est passionnant, mais aussi tout à fait empirique, si je comprends bien, dans les échanges que vous avez eus avec le DOJ. Est-ce que ça veut dire que, parce que ça avait été évoqué dans le passé, vous ne ressentez pas le besoin d'un instrument de coopération internationale pour encadrer un peu ces enquêtes conjointes, ces transactions conjointes? Est-ce que ça se passera aussi bien avec d'autres autorités étrangères? Parce qu'on avait parlé à un moment d'étendre un peu notamment la convention OCDE, qui est une tête de pont sur ce sujet de la coopération internationale pour aller un petit peu plus loin. C'est sûr que l'OCDE va s'emparer aussi de ces conventions et de cette convention qui a été signée, je pense, pour progresser, pour faire progresser elle-même ces instruments juridiques. Et vous savez que, alors, le parquet financier pratique énormément la coopération internationale, mais la difficulté, c'était celle qui était la difficulté du dossier. Au sein de l'Union européenne, on travaille d'autorité judiciaire étrangère à autorité judiciaire étrangère. C'est-à-dire, je peux appeler demain le procureur, mon homologue de Berlin, ou d'Italie, ou de Milan, avec lequel on est en relation. Et il n'y a aucune difficulté. On s'appelle, on s'envoie des mails. Voilà, on a été intéressé par tel fait, on a lu ça. Est-ce que vous-même vous enquêtez? Bon. Pour les pays qui sont hors Union européenne, et c'est une des grandes difficultés de la coopération, nous devons passer par les traités bilatéraux qui sont conclus entre les États. Et le traité et donc avec les États-Unis, nous passons par le traité d'entraide franco-américain. Et alors ces traités nous obligent, nous, à passer, les autorités étrangères, par notre administration centrale, qui passe aussi par le ministère des Affaires étrangères. Donc ça ralentit plutôt la coopération. Mais bon, en dehors de cela, nous savons travailler de façon informelle, mais il y a un moment où l'informel doit être empreint de rentrer dans un formalisme. Et c'est un peu un handicap. Là, on est allé à toute vitesse. Quand j'y repense, je me demande comment on a fait, parce qu'on est allé... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à la table? Je vous en prie. Juste deux éclairages. Premièrement, cette CGIP a été extrêmement difficile à faire admettre au départ. Ah oui. On dit que c'est la loi Sapin, c'est vrai, mais ça n'était pas présent dans le projet de loi au départ. J'avais voulu que ce soit présent. Et les conservatismes de toute nature, ils sont à peu près aussi forts à droite, à gauche et même encore aujourd'hui ailleurs, s'était opposé à ce que ce texte puisse être présent dans le projet de loi initial. Au Conseil des ministres, il n'y avait pas de CGIP. C'est un amendement déposé au Parlement, défendu avec beaucoup de brio par un certain nombre de parlementaires qui sont passionnés, qui étaient beaucoup en contact avec vous, qui a permis de le faire. Et de le faire dans de bonnes conditions, parce que nous avons, je ne suis pas dire que je suis parlementaire depuis très longtemps, je ne peux pas dire que c'était la première fois, mais nous avons mis en œuvre cette catégorie particulière des amendements parlementaires d'origine gouvernementale. Ce qui permet d'utiliser la procédure parlementaire, le débat parlementaire, la liberté de chacun des parlementaires, tout en ayant une certaine sécurité juridique dans l'écriture des textes. Et c'est à cette occasion-là que nous avons réussi à passer. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir combien ce sujet a été débattu, de manière, vous l'avez dit, très idéologique par les uns et par les autres,
on allait prendre un autre droit que le droit français, on allait protéger les puissants alors que les petits n'y avaient pas droit, enfin, etc. C'est débattu très idéologiquement, et aujourd'hui, je crois que c'est une belle réussite qui, au fond, n'est plus discutée. Deuxième commentaire, alors là, beaucoup plus opérationnel. Une crainte des entreprises, vous serez mieux même que moi pour le dire, mais au moment où la CGIP est interviewée, c'est de se dire, ah bon, ok, alors donc maintenant, on va payer aux États-Unis et on va payer en France. Donc on va payer 2 fois pour la même chose. Et je peux tout à fait comprendre qu'il y ait une crainte de cette nature. Tout à fait comprendre. Alors on disait le ne bis in idem, oui, mais là ça ne marche pas parce que c'est chacune des nations. Il y a une décision du Conseil constitutionnel qui dit que ça ne s'applique pas, chacun est souverain dans son domaine. Or, ce qui a été fait là, c'est d'essayer de voir du point de vue global, de trouver une somme, je ne pense pas me tromper, qui soit de même nature que celle, je dis ça avec mes gros sabots, de même nature que celle que les Américains auraient décidé tout seuls. Parce que c'était très important aussi du côté des États-Unis, en termes de communication, qu'on puisse démontrer que la coopération avec une autre institution française, en l'occurrence, n'aboutissait pas à une peine, globalement, moindre que celle qu'ils auraient eux-mêmes décidée. D'ailleurs, en termes de communication, c'est très intéressant, j'ai regardé ça. Les autorités françaises, vous-même, vous avez principalement communiqué sur la somme, 500 mais 250 millions, payés au Trésor français. Les Américains ont principalement communiqué sur la somme globale que l'entreprise allait payer. C'est tout à fait naturel, parce que eux, ils disaient, voilà, les entreprises américaines allaient se dire, mais attendez, nous, vous allez finir par nous faire payer plus que ce que vous faites payer à une entreprise française. Et donc, il y a eu cette vision globale du montant lui-même. Et c'est très important pour rassurer les entreprises. La mise en œuvre de la CGIP en France, en coopération avec telle ou telle autre entité internationale, en l'occurrence américaine, n'aboutira pas à payer 2 fois. Ça aboutira à payer dans d'autres conditions la même somme que précédemment, mais dans une condition de mise en œuvre, en particulier, qui confie à une autorité française le soin de vérifier la mise en œuvre dans l'entreprise des dispositions qui, par ailleurs, ont été décidées dans le cadre de la convention judiciaire, c'est-à-dire les obligations internes d'entreprise, de mise en œuvre de ce qui faisait défaut jusqu'à présent. Donc j'insiste sur ce point parce que c'est un point qui doit pouvoir rassurer les entreprises et leur permettre d'agir dans de bonnes conditions. Si vous permettez, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que c'est très récent, ça date de cet après-midi. Ça ne sera pas écrit dans le marbre, mais les Américains considèrent, ou sont prêts à considérer un peu au cas par cas, que lorsqu'il y aura ce type de décision conjointe, et si la société est en France, et bien finalement, un programme de conformité mis en œuvre par le parquet national financier au profit de l'entreprise, eh bien, ça pourra dispenser d'un monitoring américain. Je vous le dis, c'est très important parce que tout ça n'est pas le résultat du hasard. Nous avons un peu tapé, et j'allais dire un peu fort, du poing sur la table, en disant qu'ici on était en France et que quand on voulait rentrer, il fallait s'essuyer les pieds sur le paillasson et frapper à la porte. C'est à peu près en ces termes que ça leur a été dit. Ils aiment bien les images, les métaphores, ils ont de suite compris. Vous avez un très bon anglais. Hein. Excellent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il m'a dit « je viens en paix ». Et donc, ils ne veulent pas prendre évidemment une position de principe et l'écrire parce que d'abord, notre interlocuteur, quel que soit son niveau, n'a peut-être pas l'autorité pour s'engager pour la justice américaine tout entière. Mais enfin, ils considèrent qu'en effet, s'il y a un programme en France, eh bien, finalement, ça pourrait éviter les désagréments de monitoring avec tout ce qui peut ou qui pourrait se passer à cette occasion. Les transactions judiciaires n'ont pas un avantage indirect qui est celui de résoudre les problèmes auxquels les entreprises étaient confrontées quand elles traitaient avec le DOJ en particulier ou les autres autorités de régulation américaines, qui était celui de l'application de la loi de blocage et des difficultés que ça posait aux entreprises de communiquer dans ce cadre-là, compte tenu de la relative perméabilité en fait des informations qui passaient aux autorités par le canal des autorités américaines, parce que si finalement vous instruisez un dossier de transaction judiciaire, la sécurité pour l'entreprise dans la fourniture de ces informations est beaucoup plus forte que si elle avait été dans la même situation de transaction judiciaire avec une autorité étrangère type DOJ. Donc de ce point de vue-là, j'ai l'impression que, enfin, je parle sous votre contrôle, ça, pour l'entreprise française, il y a à la fois
un élément de sécurité juridique supplémentaire qui est fourni par votre canal. Et nous ne transmettons aucun avant pour ce qui concerne la loi de blocage, nous sommes extrêmement scrupuleux. Nous demandons, le texte prévoit que nous devons passer par le ministère de la Justice qui interroge le ministère de l'Économie et des Finances, et nous ne transmettons pas les éléments. Nous ne prenons aucune initiative parce que nous avons tout à fait le sentiment que les intérêts économiques de la nation, les intérêts industriels doivent être protégés. Donc nous sommes extrêmement prudents.